à mettre en application la stratégie triptyque du chef de l'État, consistant à rechercher des solutions politiques et diplomatiques à la crise humanitaire et sécuritaire provoquée par l'agression, sans renoncer pour autant à l'option militaire, qui reste un droit inaliénable pour tout État victime d'une agression militaire, comme c'est le cas pour la République démocratique du Congo. Et c'est le lieu de rappeler à tous ceux qui prennent un malin plaisir à accuser le gouvernement de la République démocratique du Congo d'opter pour une solution exclusivement militaire, voire militariste, de cette crise, que notre délégation est bien allée à Kampala dans le but d'offrir au pays une chance de gérer sans violence supplémentaires inutiles les enjeux internes de la guerre de l'Est, en permettant aux forces négatives du M23 de se désarmer et se démobiliser pacifiquement. Dans ces conditions, prétendre, comme certains dans la région n'hésitent pas à le faire, avec un incroyable aplomb, que la République démocratique du Congo ne privilégie que l'option militaire, c'est mentir effrontément. C'est faire preuve à tout le moins de mauvaise foi. À moins qu'il ne s'agisse de la recherche d'un de ces prétextes fourre-tout auxquels on ne nous a que trop habitués lorsqu'il s'agit de justifier l'injustifiable dans la région des Grands Lacs. Pour mémoire, c'est le M23 qui a décidé de se retirer du dialogue en cours à Kampala et non le gouvernement de la République démocratique du Congo. La promulgation le 13 mai par le président Joseph Kabila d'une ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du mécanisme national de suivi et de supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, l'accord d'Addis Abeba du 24 février 2013, apporte par ailleurs l'illustration de la volonté de la République démocratique du Congo de travailler de concert avec tous les États partis pour le rétablissement d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Ce cadre comprend en outre un espace de dialogue et d'échange avec les forces vives de la nation au sujet de la mise en œuvre de cet accord cadre d'Addis Abeba. Il en est de même des concertations politiques nationales que le président de la République s'apprête à organiser incessamment et dont la tenue a été annoncée depuis le 15 décembre 2012 dans le but de rétablir et consolider la cohésion nationale face au cycle des violences et des menaces récurrentes contre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Il apparaît donc assez clairement qu'à l'instar de tout gouvernement raisonnablement diligent, la République démocratique du Congo sait très bien qu'aucune guerre ne se termine de manière durable par l'usage exclusif de la force. Mais ceci dit, il doit être bien entendu par tous que lorsqu'en dépit de tous les efforts pacifiques au niveau international et national, des initiatives adverses viennent fragiliser la situation de paix et de sécurité, n'importe où, sur toute l'étendue du territoire national, qu'il est du devoir du gouvernement, un devoir sacré, de maintenir la paix, d'assumer pleinement sa responsabilité de sauvegarde et de protection des populations, y compris par l'exercice de la coercition, c'est-à-dire par l'usage des moyens militaires légitimes qui sont à sa disposition. L'exercice de cette responsabilité n'est pas négociable. Voilà, mesdames, messieurs, la situation telle qu'elle se présente depuis hier sur terrain dans les environs du chef-lieu de la province du Nord Kivu, une situation que nous continuons à suivre heure par heure et sur laquelle nous maintiendrons des informations continues
avec l'opinion publique congolaise à travers vos médias respectifs. Merci. Monsieur le ministre, je crois qu'on peut poser une question. Oui, bien sûr. Oui, vous parlez d'un pays voisin qui a envoyé ou qui aurait envoyé des supplétifs aux côtés du M23, qui a armé le M23. Mais parce que vous dites que nous connaissons tous ce pays, pourquoi vous reprenez la langue, enfin vous ne voulez pas citer ce pays? Nous revenons à autrefois quand on parlait de ce pays sans le citer. Alors que la société civile a parlé en clair, la société civile du Nord Kivu a cité le Rwanda qui aurait envoyé des militaires et des armes. Et même ce matin, la société civile vient de faire une communication en déclarant qu'il y a des unités rwandaises qui sont entrées en RDC. Mais je pense que l'opinion vous entend. Je pense que tout le monde entend ce que vous dites. Et je pense que nous ne disons pas deux choses différentes. Vous avez prononcé, la société civile l'a prononcé. Vous croyez que ça entrera dans l'oreille des Congolais uniquement si moi je le dis? Je pense que tout le monde a entendu. Abibou Bangré pour l'agence France Presse. Je voulais savoir si vous aviez un bilan des victimes civiles éventuelles qu'il y a eu hier et éventuellement aujourd'hui. Je pense que nous n'avons pas reçu de bilan en ce qui concerne les victimes civiles. L'impression que nous avons eue dans les rapports que les forces armées ont déposés, c'est qu'il n'y a pas eu, jusque hier soir, de victimes civiles identifiées. Donc je pense qu'il n'y a eu que des victimes dans les rangs des forces combattantes. Il y a eu un mouvement important de population qui s'est déporté des zones de combat, plus d'1 millier, et donc peut-être les civils ont été à l'abri du fait qu'ils ont quitté les lieux où les échanges se faisaient. Monsieur le ministre, que pensez-vous de l'attitude du président rwandais, Paul Kagame, qui, dans l'une de ses dernières déclarations, interventions, a semblé justifier les nombreuses ingérences de son pays dans les affaires intérieures du Congo à cause de la mauvaise gouvernance qui aurait élu domicile ici? Est-ce que cela ne conforte-t-il pas la thèse de ceux qui estiment que le président Paul Kagame est devenu le nouveau proconsul désigné implicitement ou tacitement par la communauté internationale? Sinon, comment expliquer qu'il continue à narguer la communauté internationale? Je ne voudrais pas ouvrir une polémique avec un chef d'État en exercice, mais c'est vrai qu'il y
y a des passages dans l'interview que nous avons lue sur les pages du magazine Jeune Afrique, matière à réflexion, des choses qui nous troublent. Et je voudrais simplement relever, puisque c'est du domaine public, que quelque part le président rwandais estime qu'il appartient au gouvernement congolais et à la communauté internationale de résoudre les problèmes du Congo, mais dans la même interview, il donne des bons, des mauvais points au Congo, il critique la communauté internationale sur son action au Congo. Alors finalement, on ne sait plus s'il ne veut pas s'immiscer dans les affaires du Congo et qu'on laisse les Congolais résoudre leurs affaires, ou s'il veut, lui, résoudre les affaires du Congo. On ne sait pas au nom de quel mandat. Nous ignorons si quelqu'un a donné mandat à un autre qu'au responsable de la République démocratique du Congo pour gérer les problèmes qui ne marchent pas en République démocratique du Congo. On lit aussi dans cette interview des passages où le président Kagame dit que le gouvernement congolais n'est pas qualifié pour porter un jugement sur la situation interne du Rwanda. Il a tout à fait raison, je lui donne quitus de cela. C'est à l'occasion de l'appréciation que notre gouvernement a faite des conditions d'accueil des réfugiés rwandais qui doivent rentrer chez eux, lesquels réfugiés rwandais nous disent qu'ils ne sont pas à l'aise parce que leur dignité et leur sécurité ne sera pas garantie. Et donc notre gouvernement a relayé ce point de vue de personnes qu'il a accueillies. Et le président Kagame a tout à fait raison de dire que le gouvernement congolais n'est pas qualifié, nous ne sommes pas qualifiés. Nous avons simplement relayé un point de vue de citoyens rwandais qui vivent chez nous. Mais curieusement, dans la même interview, le président Kagame s'époumonne pour convaincre que sa lecture des événements du Congo et son approche des solutions sont le meilleur. Par exemple, il dit qu'il faut éviter toute action militaire. Tout doit être politique. Tiens, mais voilà, il parle du Congo. Mais il interdit aux Congolais de parler du Rwanda. Alors finalement, il y a là des choses tout à fait contradictoires qui ne résistent à aucune raison, à aucun raisonnement logique. Par la suite, parlant de l'intervention de la force internationale spéciale, il dit que l'intervention n'est pas le bon médicament. Les forces des Nations Unies, qui sont des forces africaines, toutes sont africaines. C'est des Malawites, c'est des Sud-Africains, c'est des Tanzaniens, donc c'est des Africains. Qui veulent intervenir pour résoudre un problème africain. Il y pose la question, le président, il dit en quoi une brigade d'intervention équipée de drones de surveillance est-elle un remède au déficit de gouvernance? Il dit c'est pas le bon diagnostic. Et quelque part il dit que il faut éviter cela parce que ça ne sert à rien. Il dit même cela, que ça ne sert à rien. Mais lorsqu'on lui pose la question sur une intervention française au Mali, intervention européenne, voici ce que dit le président rwandais. Ah, c'est un geste appréciable en faveur du peuple malien. Donc que des Européens viennent intervenir au Mali, c'est appréciable. C'est un geste en
faveur du peuple. Nous soutenons ce geste parce que c'est une intervention capable d'éviter le pire au Mali. Donc des Européens viennent au Mali, c'est acceptable, il faut soutenir, on va éviter le pire, mais que des Africains viennent au Congo pour éviter le pire, ça ne sert à rien, ce n'est pas possible. Alors finalement, juridiquement, de convier ses compatriotes à se réunir autour de lui pour examiner ensemble les voies et moyens de sortir d'une crise qui menace l'intégrité du territoire national dont il est le garant. Ce n'est pas M. Ban Ki-moon qui est le garant de l'intégrité du territoire de la RDC, qui menace la sécurité des habitants de ce pays dont le président est le garant. C'est Kabila qu'on a élu pour cela, ce n'est pas M. Ban Ki-moon. Donc il ne faut pas confondre les genres, il ne faut pas s'entremêler les pinceaux. C'est de la responsabilité du président, il a pris cette responsabilité, cela va dans le sens souhaité par la communauté internationale lorsqu'elle vient à la rescousse du peuple congolais agressé, mais c'est une très bonne chose. Mais on ne va pas aller dire que c'est à cause de cela, comme si la République démocratique du Congo était un pays sous tutelle. Nous avons des problèmes, mais nous ne sommes pas un pays sous tutelle pour ne faire des choses que parce que le maître d'école va arriver, attention, il faut arranger les bancs, il faut mettre un peu d'ordre. Pas du tout. Nous construisons la paix pour nous. Ce n'est pas pour M. Ban Ki-moon, c'est pour notre peuple que nous le faisons. Et tant mieux si nous pouvons avoir le soutien de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas le regretter. Mais même s'il n'avait pas été là, nous aurions été contraints de construire la paix dans notre pays. Il faut vraiment vivre avec ça. L'arrivée de M. Ban Ki-moon coïncide avec des coups de feu qui, aujourd'hui, déstabilisent encore la situation dans une partie de la province du Nord Kivu. Est-ce pour dissuader la visite du secrétaire général là-bas? C'est possible dans l'esprit de ceux qui se sont lancés dans cette énième provocation. Il s'agit soit d'empêcher que M. Ban Ki-moon n'arrive là-bas, soit de faire en sorte de monter une sorte de mise en scène, c'est-à-dire occuper Goma et faire en sorte d'accueillir M. Ban Ki-moon. Donc à ce moment-là, on montre qu'il y a en réalité deux Congos et pas un seul. Vous savez, la balkanisation, préparer les esprits au fait qu'il existe deux Congos. Je voudrais réfléchir avec vous à quelque chose qui s'est passé dans notre propre histoire. Ceux qui ont l'âge se souviennent de la visite du regretté secrétaire général Dag Hammarskjöld lorsqu'il est venu ici à un moment aussi sensible que celui-ci, au moment de la sécession de la province du Katanga. Dag Hammarskjöld est allé à Elisabethville, à Lubumbashi. Les sécessionnistes l'ont accueilli. On l'a vu s'incliner même devant le drapeau de la sécession. Est-ce que cela a prolongé les jours de la sécession katangaise? C'est un peu de la naïveté de croire qu'il suffit d'être à Goma, d'accueillir Ban Ki-moon pour effacer la volonté du peuple congolais d'en finir avec cette agression, la volonté de l'Afrique de soutenir le Congo, la volonté du monde entier de soutenir le Congo. Ce n'est pas des simagrées comme ça qui vont remettre en cause tous ces fondamentaux. C'est un peu infantile. Laissez-les faire, nous verrons jusqu'où ils vont arriver, mais je peux parier avec vous que le M23 est en train de vivre ces derniers jours et que ceux qui croient dans la région, juste à côté de Goma, qu'ils peuvent faire du Kivu leur jardin secret, sont en train de vivre les derniers jours de ce rêve qui va se transformer en cauchemar. Plus de 15 ans d'insécurité. Pourquoi ne pas traverser le Rwanda, dites-vous, pour mettre fin à cela? Parce que nous n'avons jamais décidé de faire la guerre à qui que ce soit. Parce que nous avons décidé de régler les problèmes des gens qui nous provoquent par des moyens qui sont acceptables en droit international. Parce que nous n'utilisons la force armée que pour nous défendre lorsque de manière flagrante nous sommes agressés.
Donc nous n'allons pas agresser un autre pays. Nous nous défendons lorsque nous sommes agressés. Et je pense que c'est ça qui nous a valu aujourd'hui l'appui de la communauté internationale, que d'aucuns considèrent comme un miracle, mais ce n'est pas un miracle. Cela part des comportements que nous adoptons, du respect que nous avons pour les principes qui sont foulés aux pieds par ceux qui nous agressent et qui après s'étonnent qu'on applique des sanctions contre eux. J'ai vu dans cette interview qu'il y avait de l'étonnement, on ne comprend pas pourquoi tout le monde nous en veut, pourquoi ceci, cela, mais c'est par votre comportement. Lorsque vous voulez agresser les gens, eh bien les autres disent non par solidarité aux victimes de l'agression. Donc nous n'allons pas nous transformer de victimes en bourreaux, ce n'est pas dans notre intention. L'insécurité dans la profession journalistique. Il y a d'abord le cas du journaliste qui est décédé après avoir disparu pendant 5-6 jours en Ituri. J'ai le dossier complet sur ma table et je peux dire sur la foi des renseignements reçus des autorités judiciaires que nous avons effectivement perdu un acteur des médias qui travaillait sur l'espace de l'Ituri, mais sa disparition est plutôt une disparition, une mort crapuleuse. Ça n'a rien à voir avec l'exercice de sa profession. Il a acquis une moto à la sueur de son front. Quelqu'un a volé sa moto. Il a identifié son voleur. Il a accusé son voleur. Son voleur l'a menacé de mort. Et manifestement, pour la justice, pour la police et pour sa famille, c'est ce voleur-là, qui est aussi un bandit assez connu dans la région, qui est le suspect numéro 1, qu'il a enlevé pour avoir été dénoncé par lui et qu'il a poignardé et qui lui a donné des coups avec un instrument contondant jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc nous savons presque exactement ce qui s'est passé, mais la justice va nous éclairer davantage, mais on a même le nom de la personne qui est plus ou moins responsable de cela. Elle n'a aucune responsabilité dans les appareils d'État ou quoi, c'est juste un malfaiteur qui se croit au-dessus des lois et qui s'est fâché du fait d'avoir été dénoncé par sa victime. Voilà donc ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il est journaliste, mais ce n'est pas parce qu'il a exercé sa liberté d'expression qu'une autorité de quelque niveau que ce soit a essayé de le faire taire en le tuant. Voilà les circonstances dans lesquelles notre ami qui animait des émissions dans un média de la place a trouvé la mort. Et donc nous restons au contact des instances judiciaires pour que toute la lumière soit faite et que sa famille reçoive les réparations qui lui sont dues et que l'auteur de cet assassinat puisse subir la peine qu'il mérite. Voilà tout ce qu'on peut faire à ce sujet. J'ai lu avec étonnement des communiqués de certains groupes professionnels qui parlent de tout, sauf justement du fait qu'on a identifié l'assassin. Et que ce n'est pas un problème professionnel, c'est un problème crapuleux. C'est un voleur qui veut cacher les traces de son crime ou qui veut venger le fait qu'on l'a dénoncé. Alors pourquoi? Vous dénoncez une mort, vous êtes solidaire du collègue, mais en même temps vous cachez les circonstances de sa mort parce que en cachant on peut au moins avoir l'espoir de salir le gouvernement. Pourquoi cet esprit toujours un peu plus ou moins tordu? Dites les choses telles qu'elles se sont passées. Et je pense que la mémoire de notre ami mérite qu'on dise la vérité sur ce qui lui est arrivé et qu'on n'aille pas calomnier des innocents. Deuxième aspect, c'est ce qui est arrivé à ce groupe de journalistes qui se sont pris au président de l'Assemblée nationale. Nous avons été informés qu'ils avaient bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle. Ce n'est pas une libération. Ils doivent continuer à se présenter devant leur juge naturel. Ils ont bénéficié d'une libération conditionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont en liberté, mais ils comparaissent comme prévenus libres. Et je profite de cette question pour lancer un appel pathétique à tous les professionnels des médias qui sont ici et qui sont d'honorables acteurs de ce secteur de la vie dont la tutelle nous a été confiée pour qu'ils puissent défendre la dignité et l'honorabilité de cette belle profession en n'acceptant pas de devenir les avocats des moutons noirs qui les salissent. Nous avons dans ce groupe des gens qui prennent un papier blanc, qui mettent là-bas un titre qui n'existe pas et qui se passent pour vos collègues
alors qu'ils ne sont pas vos collègues. C'est simplement des faussaires. Il dit j'ai un journal, il n'a pas un journal, parce qu'un journal, ça doit être enregistré quelque part. La secrétaire générale du ministère des Médias est ici présente. Elle sait que certains de ces titres n'existent pas en République démocratique du Congo. Vous devez vous révolter contre cela. Ces gens, ils vous prennent vos marchés, ces gens, ils vous prennent vos lecteurs, ces gens, ils salissent même l'image. Parce que j'ai vu peu de vrais professionnels disposant vraiment de titres pour la profession faire ce qu'ils ont fait. Il n'y a que des aventuriers qui n'appartiennent pas à la profession qui peuvent se comporter comme ça. Donc, il ne faut pas les défendre. Il faut au contraire les dénoncer pour que la profession soit assainie. Et donc, je dis que aussi bien les imprimeurs que les vendeurs, dorénavant, nous allons monter, et je parle ici après une concertation avec la ministre de la Justice, avec le procureur général de la République. Nous ne nous arrêterons plus à sanctionner seulement des gens qui viennent avec des feuilles de chou qui n'existent pas pour traquer les hommes politiques, traquer les hommes d'affaires pour dire je ferai votre publicité négative si vous ne me donnez pas ça, etc. Si le papier n'est pas enregistré comme journal en République démocratique du Congo, aussi bien le faux éditeur que l'imprimeur qui l'aura imprimé, que le vendeur, même à la sauvette, nous allons créer maintenant des kiosques sur toute l'étendue de la ville pour essayer de moderniser un peu votre profession et qu'on va essayer de gérer ensemble avec la profession, que celui qui vend même un journal qui n'est pas enregistré va faire l'objet d'une interpellation des autorités judiciaires. Il faut que vous le sachiez, c'est pour protéger votre profession. Écrivez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, mais n'allez pas inventer des choses qui n'existent pas. Vous dites, moi je rédige le journal X, et lorsqu'on voit sur le répertoire, le journal X n'existe pas. De sorte que vous pouvez prendre l'argent d'un annonceur, vous ne faites pas le travail pour lequel il vous a payé, et il n'a même pas la possibilité d'obtenir réparation parce que vous n'existez pas. Vous allez disparaître comme ça. Alors qu'il y a des journaux qui existent, qui font le travail, qui font l'effort, qui payent des gens, et vous mangez leur marché, et en même temps vous cassez leur réputation. Donc, les imprimeurs doivent se tenir pour dit, les vendeurs de journaux, faites un effort pour vérifier que le journal que vous imprimez est reconnu, est enregistré, a un récépissé. Faites un effort pour savoir que le journal que vous vendez a un récépissé, est reconnu, sinon vous serez poursuivis ensemble avec l'auteur de cette infraction. Je pense que c'est la dernière partie des interventions que j'ai eues. Jules Momba de Raga Télévision. Monsieur le ministre, vous avez mentionné que des armes lourdes et des munitions ont été saisies qui seraient en provenance d'un des pays qui nous sont voisins. Même si vous ne les citez pas, nous avons le Rwanda et l'Ouganda. Est-ce que vous faites un rapprochement entre le fait que les négociations à Kampala n'avancent pas et le fait que Kampala pourrait être parmi ceux qui envoient des armes en RDC? Oui, vous passez le micro à... C'est quelle chaîne c'est? C'est Deli Chiombo pour le compte de RFO. Je reviens sur la question de la brigade internationale d'intervention. Je pose la question suivante. Quelles sont les attentes du gouvernement congolais vis-à-vis de cette force et quels sont les résultats escomptés? Oui, Eugène Condé du côté de la prospérité. Monsieur le ministre, la fois dernière, vous nous avez parlé que nous étions à -5, comme pour dire que le temps était très court pour les 1-23 à se ressaisir et revenir à la raison. Et aujourd'hui, nous sommes -2. Voilà qu'il y a des crépitements de balles aux alentours de Goma. Qu'adviendrait-il au cas où la brigade spéciale n'aura pas récolté de succès sur le terrain? Merci. Oui, merci. C'est Simon Kinsangala pour le compte du journal Demain le Congo. Excellence, le M23 a quitté Kampala. La question de savoir la médiation ougandaise, comment vous la trouvez? Embarrassée? Merci. Nous prenons une dernière question. Nadine Laing de Télé 7.
Monsieur le ministre, aujourd'hui tout le monde sait que le Rwanda soutient militairement et financièrement le M23. Pourquoi pas négocier directement avec le Rwanda que de continuer à négocier avec le M23 qui sont en fait le pion du Rwanda? Votre Excellence, c'est la dernière question du jour et le dernier groupe. Merci. Des armes lourdes qui sont saisies après les combats d'hier, est-ce qu'on peut rapprocher cela avec les négociations qui piétinent à Kampala? Oui et non. Oui, dans la mesure où les gens que nous avions en face de nous à Kampala ne sont pas doués d'une quelconque autonomie politique. Ce sont des gens qui sont téléguidés, qui fonctionnent un peu comme des marionnettes. Les tireurs de ficelles, on les connaît, ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Donc on peut les manipuler à tout moment pour dire, écoutez, même si on ne peut pas exclure une éventualité comme une autre. La deuxième question sur les attentes du gouvernement vis-à-vis de la brigade spéciale d'intervention des Nations Unies, elle est dans la résolution 2098, à la rédaction de laquelle le gouvernement a activement participé. Premier objectif, donc première attente pour nous, c'est que cette brigade soit déployée à nos frontières à problème avec les pays d'où nous viennent la plupart des problèmes que nous connaissons au Kivu depuis 1998. Donc stabiliser une frontière qui est à l'origine de beaucoup trop de problèmes d'insécurité dans cette région. Dans un sens comme dans un autre. Soit on trouve prétexte dans l'existence chez nous de forces négatives rwandaises qui peuvent traverser cette frontière pour insécuriser leur pays, soit nous, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, il y a quelques mois, accusons le voisin de laisser traverser la même frontière par des forces négatives pour venir nous insécuriser. Donc, nous pensons que le premier cercle de la normalisation consiste à sécuriser cette frontière qui est à l'origine de tous les soupçons. C'est ça que nous attendons de la part de la force internationale. Nous aider à sécuriser, parce que nous n'avons jamais renoncé à notre devoir de sécuriser nos propres frontières. Mais ça va renforcer l'efficacité de cette surveillance. Deuxième attente, et donc deuxième mission de la brigade spéciale d'intervention, c'est procéder au désarmement et à la démobilisation des groupes armés qui seraient réfractaires à un désarmement volontaire. Donc vous voyez qu'il y a une idée d'étape, une idée de progressivité. Obtenir d'abord le désarmement volontaire, et s'il n'y a pas de désarmement volontaire, la brigade ne sera pas de trop avec les FARDC pour désarmer par la force au besoin ceux qui veulent continuer à insécuriser nos populations. C'est la deuxième attente. Nous n'avons jamais perçu la brigade comme quelque chose qui vient pour nous exonérer de notre responsabilité qui est celle de sécuriser nos frontières, de pacifier notre pays et en tout cas pour notre armée de donner son sang pour la paix et pour la sécurité de son peuple. Les 4 jeunes gens qui sont morts hier à Goma, ils n'ont pas attendu la force, la brigade internationale pour donner leur vie pour leur pays. Il en sera ainsi. Nous sommes en première ligne, mais nous ne pouvons pas dédaigner le soutien que nous apportent d'autres pays membres de la communauté internationale, parce que nous aussi, nous apportons notre soutien aux autres lorsqu'ils en ont besoin. C'est comme ça que le monde fonctionne. La question de la prospérité sur minuit moins 5, maintenant c'est minuit moins 2, si la brigade ne récoltait pas de succès. Je dois vous dire que nous n'avons jamais travaillé avec l'idée que les solutions que le monde entier met en pratique peuvent ne pas produire d'effet. Nous n'envisageons pas cette hypothèse et nous ne voyons pas en face de la communauté internationale une force qui peut être capable de faire échec à une mobilisation du monde entier. Lorsque nous parlons de la brigade, bien sûr, elle est africaine, mais elle est soutenue par une dynamique qui vient du monde entier. Donc je ne vois pas le M23 ou ceux qui soutiennent le M23 résister avec succès à cette action que le monde entier
essaye de développer pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Donc, il y a la détermination des Congolais eux-mêmes, et il y a le soutien de l'Afrique et le soutien du monde entier. Nous sommes certains que la victoire est au bout du tunnel, contrairement à ce que les exaltés, qui ont tout à perdre avec une pacification, essayent de saboter. La médiation ougandaise, demandez-vous, est-ce qu'elle est embarrassée? Naturellement que nos collègues ougandais doivent se sentir embarrassés par l'attitude du M23. Voici un mouvement rebelle qui demande avec insistance à être entendu. Et l'Ouganda se porte volontaire pour créer le cadre. Et la conférence internationale pour la région des Grands Lacs accepte de saisir cette possibilité offerte par l'Ouganda qui désigne un de ses principaux ministres. Pour essayer de harmoniser ce contact. Et qui, sans crier gare, quitte la table de négociation, plante et le gouvernement ougandais et rentre pour secouer le cocotier sur terrain. Je ne pense pas que l'Ouganda soit à l'aise avec cela, puisque ça compromet la crédibilité de la facilitation ougandaise. Il n'y a aucun gouvernement qui souhaite être couvert de ridicule. Donc là, ils ont manqué de respect envers un État qui a voulu, de bonne foi peut-être, essayer de rapprocher les positions. Donc je ne pense pas que je fais de la... j'usurpe de la qualité de membre du gouvernement ougandais, non. Logiquement, ils ne doivent pas être à l'aise avec l'attitude adoptée par les mutins du M23. Télé 7 sur le Rwanda qui soutient le M23. Alors pourquoi ne pas négocier avec le Rwanda? Nous parlons bien de trois axes qui sont concomitants. L'axe politique, c'est ce que nous faisons avec tous ceux qui ont notre nationalité, des gens qui appartiennent à notre pays et qui se mettent au service d'agendas qui sont contre leur pays. Ça, c'est la politique. Mais lorsqu'on parle de l'axe diplomatique, ce sont les contacts que nous prenons dans le cadre de la CIRG. C'est-à-dire que nous négocions avec le Rwanda. Personne n'a dit qu'on ne négociait pas avec le Rwanda. C'est même là que ça a commencé. Et vous avez vu le rôle que le Rwanda a dû jouer pour exiger que le M23 quitte Goma. Ce n'est pas venu comme ça, comme une génération spontanée. C'est parti de négociations qui ont eu lieu pour dire, vous êtes allés trop loin, rappelez vos chiens. C'est un peu cela. Et c'est ce qui a été fait. Et la partie militaire ne peut pas être considérée comme exclusive de l'action politique et de l'action diplomatique. Donc, tout cela va ensemble. Nous négocions avec le Rwanda, nous parlons avec nos compatriotes égarés et nous résistons militairement lorsque l'un ou l'autre essaye de nous provoquer militairement. C'est ça la triptyque que le président de la République a mis en place et nous ne nous écartons d'aucun de ces trois axes. Voilà, je pense, madame, avoir répondu à toutes les préoccupations de cet après-midi. Je vous remercie et à la prochaine. Eh bien, amis téléspectateurs, je suis en train de vous dire que là, c'est la fin de ces points de presse animés par le ministre des Médias, porte-parole
du gouvernement de la République démocratique du Congo. Un seul point à l'ordre du jour, les attaques de mitin du M23 contre l'opposition de FARDC qui n'ont pas réussi à faire long feu. Le ministre Mende Malanga a occupé avant le FARDC sont entre les mains de FARDC et que la ville de Goma, dont on voulait absolument récupérer, n'est pas tombée sous les mains de Mitin. Amis téléspectateurs, merci de votre attention, merci de votre fidélité à la télévision nationale congolaise. À bientôt. Merci.